pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Beaucoup de sujets à discuter avec le microbiologiste Patrick Filion aujourd'hui. On va même parler d'une nouvelle étude sur les bienfaits du café. Salut Patrick. Salut LP. Mais d'abord, la COVID, alors qu'on relâche les mesures sanitaires les unes après les autres ici, on reprend une vie enfin à peu près normale. Mais là, les spécialistes de la santé publique surveillent de près la situation dans plusieurs pays d'Europe, là, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, etc., où on craint le début d'une 6e vague. Es-tu en mesure de nous rassurer, Patrick? Ben, je vais essayer, LP, de rassurer tout le monde, mais d'être quand même, on va dire, vigilant. On le sait, là, depuis le début de la pandémie, là, ce qui se passe en Europe, bien souvent, quelques semaines plus tard, ça finit par nous arriver. Et là, ce qu'on voit, en fait, depuis le mois de janvier, là, certains pays ont relâché certaines mesures, même en Angleterre, on a relâché pratiquement toutes les mesures. Puis là, ce qu'on voit, quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est une recrudescence assez importante du nombre de cas. Donc, si le passé est garant du futur, donc c'est possible que ce soit ce qui se passe chez nous aussi. Mais je vais essayer de relativiser quand même. Parce que là, ce qui risque d'arriver, si effectivement c'est, on va dire, un mois plus tard, nous ici, bon, le beau temps va revenir, la couverture vaccinale est intéressante. Donc, ça se pourrait, OK, que si jamais cette vague-là arrivait ici, ben, ça serait peut-être une petite vaguelette, là. J'ose espérer, j'espère ne pas me tromper, mais disons, avec les conditions avec lesquelles ça pourrait se produire, là, je pense qu'on va être encore pas si mal. Donc, il faut être vigilant, il faut encore une fois faire attention. Le virus, là, il n'est pas disparu. C'est pas parce qu'on relâche les mesures que le virus n'est plus là. Il est encore là, il circule encore. On relâche les mesures. Là, on voit là, qu'on commence à, par exemple, les salles de spectacle sont ouvertes à 100% depuis en fin de semaine. Donc, il va y avoir des rapprochements qui vont être plus importants. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes vulnérable, on continue à porter le masque, des choses comme ça. Mais j'ose espérer là, que ce ne sera pas une vague aussi importante que ce qu'on a connu par le passé. C'est pas encore le cas là-bas non plus. Là. Les cas montent beaucoup, les hospitalisations commencent à monter, mais c'est pas encore le bordel, là, la perte de contrôle totale. Là. Non, c'est ça, c'est tout à fait gérable. Donc, c'est pour ça qu'on le regarde, puis je dis que je pense qu'on peut être rassurant, là, mais il faut être vigilant. Ça va être l'histoire de notre vie. Là. Ça va être de toujours vérifier ce qui se passe, puis d'essayer d'anticiper un petit peu les coups pour prévenir le pire. Mais je pense pas qu'on en est là. Donc, on surveille la situation, mais je crois pas, là, comme je l'ai dit, en plus, avec le timing que ça peut arriver, là, nous, on va être au début de notre printemps. Je pense que ça va être pas si mal. Là. Bon. Pendant ce temps-là, en Chine, là, c'est le confinement quasi total pour des millions et des millions de personnes. Patrick, là, on dit que ce serait le pire confinement depuis 2020. Là-bas, on n'y est pas avec la POC quand il est question de COVID. Ah non, la Chine, là, c'est pas une tolérance zéro, mais une pratique qui vise la COVID-0. Là. Donc, dès qu'il y a quelques cas, écoute, ils peuvent confiner une ville de plusieurs centaines de milliers de personnes au complet et chaque citoyen va passer non pas 1, 2, mais bien 6 tests COVID pour s'assurer que tout le monde est correct. Puis si on trouve des cas positifs, ben là, on les isole. Ils ont vraiment, ils ont les moyens de leurs ambitions. Là. Quand on fait des campagnes de tests comme ceux-là, là, c'est important. Là. On ne pourrait même pas, je pense, s'imaginer faire ça ici au Québec. Ça serait épouvantable. Donc là-bas, puis là-bas, ils ne toléraient pas vraiment des manifestations de camionneurs pendant des semaines non plus. Là. C'est une autre réalité, là. C'est une autre réalité. Donc, eux ont vraiment une approche vraiment très, très, très sévère envers tous les cas. Donc, dès qu'ils ont quelques cas, on ferme tout. Puis là, on voit, ça avait des conséquences sur les gens là-bas, sur l'économie, sur plein de choses. C'est sûr qu'on pourrait dire, eux, ils visent là, la santé de leur population. Mais à moyen long terme, est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que, on vise zéro. Donc, de un, le virus ne circule pas, mais la campagne de vaccination n'est pas à son meilleur non plus. Il y a plusieurs personnes là, qui refusent ou qui hésitent la vaccination. Donc, on se retrouve avec une population où personne n'est infecté, personne n'est immunisé par le vaccin, ou en tout cas pas une très grande proportion de la population. Donc, mais ça c'est étonnant, Patrick, là, étant donné que c'est une dictature, ils pourraient l'imposer, eux autres, le vaccin. Là. Oui, ça me surprend qu'ils ne l'aient pas fait en Chine. C'est effectivement le cas. Je pense qu'il y aurait les moyens justement peut-être de l'imposer, parce que là, disons que leur approche étant très, très, très sévère, je pense que ça serait une façon peut-être de mieux protéger la population, mais ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Bon, parlant de la Chine, il y a de nouvelles études qui semblent confirmer l'origine animale du coronavirus qui cause la COVID-19.
Donc oui, ce serait vraiment une zoonose. C'est un peu l'hypothèse qu'on avait au départ. Donc dans les fameux wet markets, là, donc les marchés où on vend divers types d'animaux, ces animaux-là sont à proximité les uns des autres et des animaux qui naturellement ne devraient pas être à proximité les uns des autres. Donc là, il y a des matières fécales et tout là, qui sont échangées. Là-dedans, il y a des virus et ces virus-là donc vont évoluer, vont muter et c'est ce qui aurait fini par donner naissance au coronavirus que l'on connaît là, qui a causé la pandémie. Donc, c'est vraiment la confirmation, c'est pas un accident de laboratoire ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment un accident, on va dire, naturel. Naturel, oui, non, là, c'est qu'on a vraiment favorisé, dans le fond, le rapprochement d'animaux qui ne devraient pas être près les uns des autres. Entre autres, c'est la chauve-souris avec un animal intermédiaire, probablement soit le chat, le chien ou le pangolin, là, en tout cas quelques animaux comme ceux-là, qui auraient permis que ça se transmette par la suite à l'humain. C'est de la négligence, au fond. La négligence, oui, puis c'est ça, une espèce d'insouciance jusqu'à un certain point là, des conséquences de regrouper ces animaux-là ensemble. Et écoute, ça fait depuis 2014 là, qu'il y a des organismes qui surveillent ce qui se passe là-dedans. Puis malgré les recommandations que l'on a faites, les gens veulent continuer disons, de maintenir leur mode de vie ou leur façon de consommer certains animaux. Donc, il n'y a pas eu de changement. Mais là, je crois qu'avec la preuve qu'on a que c'est vraiment dans ces wet markets-là que le virus est apparu, on va peut-être resserrer les mesures ou les façons de faire parce qu'on ne voudrait pas revivre la même chose dans quelques années. Mettons, on s'entend là-dessus. Oui. Par ailleurs, Patrick, on sait que la COVID a affecté l'odorat de plusieurs personnes et même que c'est un problème qui persiste à long terme dans certains cas. Et là, il y a une étude qui est en cours à ce sujet impliquant des étudiants en sommellerie de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est intéressant. Donc, on fait le parallèle entre les gens qui perdent l'odorat. Et on a fait une étude chez les sommeliers, parce que les sommeliers vont pratiquer leur odorat pour détecter les différentes, on va dire, odeurs des vins, etc. Et c'est un cours qui va durer 18 mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié leur cerveau en début de formation et 18 mois plus tard. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le bulbe olfactif et diverses régions du cerveau là, impliquées dans la mémoire puis dans le système limbique, là, les émotions et tout, devenaient un petit peu plus importants, plus gros. Donc, c'est comme s'ils entraînaient ces régions-là de leur cerveau et ça prenait plus d'ampleur. Donc, comme on entraîne nos biceps ou nos cuisses quand on fait de l'entraînement en gymnase. Chest, bras, nez. Ouais, c'est ça. Donc, leur nez, leur odorat est plus développé. Et bon, avec la COVID, on voit que c'est le contraire. Donc, les gens qui ont perdu l'odorat, quand on regarde leur bulbe olfactif et les autres régions que je viens de nommer du cerveau, il y a une diminution du volume de ces structures-là. Donc, ce qu'on est en train de faire un lien dans le fond entre les deux, c'est que si on peut entraîner cette région-là du cerveau, mais ça pourrait redonner espoir aux gens justement qui ont perdu l'odorat, le goût. Donc, on pourrait peut-être développer des stratégies pour que ces personnes-là recouvrent tranquillement. Donc, c'est comme si on donnait un programme d'exercice aux gens. Oui, en s'inspirant des cours en sommellerie, au fond, on pourrait développer une genre de thérapie ou je sais pas trop là, pour essayer de, entre guillemets, guérir les gens qui ont eu des problèmes d'odorat. Une petite gymnastique nasale, là, puis les personnes, on l'espère, là, selon les premières études, on pourrait les aider, disons, à recouvrir leur odorat. À surveiller, on pourra s'en reparler. Et comme promis, on finit ça en parlant de café aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs. Des scientifiques ontariens affirment que 2 à 3 tasses de café par jour mèneraient à une baisse du mauvais cholestérol. Peux-tu nous expliquer ça, Patrick? Oui, ben là, je vais dire en partant, moi, je suis dans le trouble parce que je ne veux pas de café, fait que faut que je surveille mon cholestérol. Mais dans le fond, ce qui se produit, puis là, je vais faire mon prof, là. Quand on parle de ça tout le temps, c'est le bon ou le mauvais cholestérol, il faut comprendre que le cholestérol lui-même, la molécule, là, c'est essentiel à la vie. On n'a pas de cholestérol, on meurt. Ça entre dans la composition de nos membranes cellulaires, des hormones sexuelles, de la vitamine D, donc c'est super important. Quand on parle le terme mauvais cholestérol, dans le fond, c'est que la molécule, pour circuler dans notre corps, a besoin d'un véhicule. Puis ce véhicule-là, on appelle ça le LDL et le HDL. LDL, c'est lui le mauvais, c'est le véhicule problématique. C'est quand le cholestérol part de notre foie et s'en va en périphérie, là, ailleurs dans le corps. Ce véhicule-là, disons, a tendance à faire des accrochages et à se coller, dans le fond, sur nos vaisseaux sanguins et ça finit par durcir et, disons, limiter aussi le passage du sang. Donc, s'il y a des personnes qui ont beaucoup de ce véhicule-là, de LDL,
c'est ce qui, dans le fond, peut entraîner les problèmes là, cardio-circulatoires. AVC, crise de cœur, etc. Tandis que le HDL, ça, c'est le bon, donc lui, il a moins tendance à s'agréger. Donc, l'étude, dans le fond, ce qu'elle démontre, là, c'est une série c'est une réaction en chaîne, dans le fond, c'est que le café limiterait, dans le fond, la possibilité du LDL de s'accrocher dans nos vaisseaux sanguins. Donc, ça limiterait par le fait même là, les risques de problèmes cardio-circulatoires. Donc, c'est une étude intéressante. On savait que le café avait plein d'autres bienfaits. Là. Bon, on sait que l'éveil et tout ça, c'est une chose, mais ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Oui. Et maintenant, on a démontré qu'il y aurait des effets pour limiter la quantité de LDL, donc le fameux mauvais cholestérol. Alors, 2 à 3 tasses de café, ça fait la job, mais bon, tu dis, moi, je bois pas de café. Au fond, c'est la caféine. On pourrait compenser autrement, je présume, là. Ben, on ne sait pas si c'est juste la caféine comme telle ou d'autres molécules présentes dans le café. Donc, c'est peut-être bien de consommer le café lui-même. Mais encore une fois, là, pour, disons, limiter les chances, il y a aussi l'activité physique, l'alimentation qui peuvent avoir un rôle à jouer. Mais, disons, le café là, serait un petit outil supplémentaire pour limiter les chances. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème cardio-circulatoire si vous buvez du café, mais ça diminue les chances d'avoir des problèmes. Oui, puis si vous mettez du Baileys dedans, peut-être que ça s'annule aussi, mais ça viendra peut-être dans une autre étude. Et voilà, on testera ça, LP, on testera ça. Merci beaucoup, Patrick. Bonne semaine. Bye-bye, tout le monde. Voilà, bonne semaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.